Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis vraiment très contente d'être avec vous ce soir. En plus, on a 5 minutes d'avance grâce à mes chers collègues qui ont parlé vite, donc ça laissera plus de temps à Dina et Kevin pour s'exprimer, donc c'est très chouette. Quand Annick m'a demandé il y a quelques jours, en tout cas, d'animer cet espace, j'étais vraiment très contente parce qu'au-delà d'être conseillère stratégique chez Dynamo, les questions d'inclusion, de diversité, etc., c'est vraiment quelque chose qui traverse ma vie. Et pour certaines personnes qui sont là et que je connais, elles le savent. Donc, je suis vraiment très honorée de pouvoir animer ce panel de discussion. Sans plus tarder, je vais vous présenter Dina et Kevin, puisque ce sont eux qui sont au centre de la discussion ce soir. Donc, Dina, tu es détentrice d'une maîtrise en sciences politiques et cofondatrice d'Inclusion Jeunesse. Tu es aussi membre du conseil jeunesse de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce et vice-présidente de Philobox. Tu agis également comme membre du groupe des 30 de Concertation Montréal et tu es impliqué avec l'Institut du Nouveau Monde. Tu t'es spécialisé dans l'évaluation des politiques publiques en matière de participation civique et de lutte contre les inégalités vécues par les minorités racisées et les jeunes issus des milieux défavorisés. Donc Dina, merci beaucoup de ta présence parmi nous ce soir. Kevin, quant à toi, tu es enseignant et doctorant de la faculté d'éducation de l'université McGill. Tu t'intéresses au discours et à la recherche portant un regard critique sur les logiques coloniales. Par la recherche participative, tu cherches à mettre en lumière les conséquences de la racialisation sur les jeunes issus des communautés racisées. Tu es titulaire d'une maîtrise en psychologie de l'éducation et tu y as exploré la construction de l'identité raciale des étudiants et étudiantes universitaires issus de l'Asie de l'Est. Tu es aussi éditeur et rédacteur pour Sticky Rice Magazine, revue numérique canado-asiatique, basée à Montréal, aussi dite, je ne sais pas le dire bien, donc tu le diras beaucoup mieux que moi, Montréal en Mourac. Donc merci vraiment beaucoup à tous les deux d'être parmi nous ce soir. Je commencerai avec une question pour Dina, si tu es OK, Dina. Afin d'avoir des pistes de réflexion communes, si je te demande ce que signifient pour toi des termes comme inclusion, diversité, représentativité ou encore équité raciale, qu'est-ce que tu peux me dire de ces termes-là, ou nous dire de ces termes-là? Merci Amanda pour cette question. Puis je vous souhaite une agréable soirée pour tous et toutes. Je suis très contente d'être ici ce soir avec vous. Tout d'abord, pour moi, je tiens à le dire, puis je vais le répéter plusieurs fois peut-être au courant de la soirée. L'inclusion est un choix, la diversité est un fait. Puis je vais vous dire pourquoi. Parce que nous vivons dans une société cosmopolite qui est Montréal. Puis Montréal se situe dans une ville où il y a une diversité de communautés racialisées puis immigrantes. Et pour cette raison, je pense que parce qu'il y a une diversité très forte, et au niveau sociodémographique, bien sûr, ben on se doit d'être à l'image puis être représentatif de cette société. Donc, de créer des actions inclusives qui permettront d'arriver à une société plus juste à l'avenir, mais aussi en ce moment, au présent. Donc, pour répondre à ta question, Amanda, je vais en premier parler de c'est quoi la diversité, c'est quoi l'inclusion, c'est quoi l'accessibilité, l'équité, la justice, la représentation. De façon brève, mais je tiens à le dire, ma perception de ce qu'est l'inclusion ne veut pas dire que c'est la même perception que la vôtre, mais je vous invite à participer, de poser des questions, puis à vous remettre en question, parce que moi, je me remets toujours en question aussi par rapport à ces concepts-là. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, pour moi, en fait, l'inclusion, tout d'abord, ça doit être pris en compte comme étant une action, un choix, bien sûr, parce qu'on a toujours le libre choix d'inclure ou d'exclure, mais c'est toujours un processus continuel. Donc, c'est toujours en constante mutation selon le contexte, l'espace où nous sommes et aussi au niveau du temps, en quelle année nous sommes. Donc là, on est en 2021. J'estime qu'il faut être encore plus inclusif que ce qu'on prône, que ce soit dans notre vie de tous les jours ou dans les médias ou dans les institutions que l'on représente. Puis l'inclusion, c'est quoi? C'est une façon d'innover et surtout d'être à l'écoute de ceux et celles pour qui nous voulons travailler, de ceux et celles pour qui nous voulons créer des initiatives ou avec eux, et pour ceux et celles pour qui nous voulons offrir un besoin, un service. Et c'est qui qu'on veut inclure? C'est les gens, dans le cadre du hackathon, c'est les gens issus de la diversité ethnoculturelle, donc les personnes racialisées. Mais dans le fond, la diversité, c'est souvent un melting pot, dans le sens où on peut parler de diversité des orientations sexuelles, diversité des genres, diversité des statuts migratoires, diversité corporelle. Ça peut être la diversité religieuse, la diversité au niveau de la couleur de peau, la diversité au niveau des origines ethniques.
Mais dans le cadre d'aujourd'hui, on peut parler de toutes ces diversités-ci, dans le sens où une personne comme moi, qui est arabo-musulmane, représente différentes couches parce que je suis une femme issue de Côte-des-Neiges, je tiens à le dire, donc dans un milieu défavorisé. Donc, je représente une catégorie de diversité, mais ma première identité que je me prône, c'est en tant que personne, une femme étant d'une minorité racialisée. Donc, pour moi, c'est ça la diversité. Et comment, en tant que personne issue de la diversité, je veux être inclus? Comme je vous l'ai dit, c'est un processus. Donc, l'inclusion, ça désigne l'action ou la pratique, favorisant mon émancipation, donc l'émancipation de tous et toutes, bien sûr, et que je me sente valorisée et respectée et que j'obtiens tout le service de façon égalitaire, donc sans traitement différentiel par rapport à quelqu'un d'autre qui me ressemble ou qui ne me ressemble pas. Donc, je veux avoir les mêmes outils, les mêmes services, les mêmes chances d'avoir un emploi, les mêmes ressources, les mêmes moyens d'obtenir une information qu'une autre personne, les mêmes services en matière de mobilité, en matière de projet, en matière d'initiative, mais aussi de me sentir membre à part entière d'un projet, d'une communauté, d'un espace local, d'un conseil d'administration, d'une décision politique, d'une société en général. Puis cette inclusion, elle peut se faire au niveau de l'accessibilité des ressources. Puis quand on parle d'accessibilité des ressources, c'est comment on fait parvenir cette ressource, cette action, cette information-ci. Avec quels moyens de communication? Avec quel langage? Est-ce qu'on parle avec le même langage pour tous ou on décide de parler avec un langage universitaire, par exemple pour les universitaires? Est-ce qu'on parle avec un slang montréalais? Donc, il faut réfléchir à ces éléments-ci pour être inclusif, puis pour être en mesure de rejoindre la catégorie de personnes qu'on veut rejoindre. Il y a aussi l'inclusion au niveau de nos pratiques. Est-ce que nos conseils d'administration ont des résolutions qui permettent à une personne issue de la diversité d'avoir accès à cette instance-ci? Est-ce que nos projets pour et par les personnes racisées représentent cette catégorie de personnes qu'on veut travailler pour et avec eux? Et il y a aussi la question de l'inclusion financière. Est-ce que les services qu'on veut offrir permettent aux personnes qu'on veut rejoindre de parvenir à atteindre, à accéder à nos services? Est-ce que ça coûte trop cher? Est-ce qu'une minorité racisée qui est ici, par exemple, d'un milieu défavorisé, a accès à cette ressource ou non? Donc ça, c'est des principes qui permettent de réfléchir à si on est inclusif ou pas. Donc de là, juste par rapport à tous les exemples que je vous ai nommés, je pense que l'inclusion, en fait, c'est l'objectif. En fait, ça, juste pour répéter ma phrase, donc en fait, je pense, c'est ça, que l'inclusion a pour objectif d'éliminer les obstacles qui sont physiques ou procéduraux, visibles ou invisibles, intentionnels ou non intentionnels, et qui nuisent à la participation et à la contribution de tous et toutes de façon égale. Donc, l'inclusion vise à faire en sorte que la diversité soit la norme, que la différence soit acceptée comme l'élément vital d'une société. Et j'ai quand même j'ai pas trop envie de prendre toute la parole, mais je veux quand même vous les nommer. Je fais la différence entre intégration et inclusion. Et je tiens à le dire parce que c'est très important pour moi. Pour moi, l'intégration, c'est le fait que quand je suis... Je vais donner mon exemple, en fait, en tant que femme issue en tant que femme issue d'une minorité racisée. Quand un groupe souhaite que je m'intègre, en fait, c'est de rejeter ma diversité. Dans le sens où je ne suis pas la norme, donc je dois m'adapter à leurs normes. Je dois, par exemple, ne plus utiliser mon slang montréalais. Quand je dis que c'est bon, ben, je ne peux pas dire c'est guiou. Je donne un exemple comme ça parce que je nomme toujours le terme c'est guiou quand c'est bon, mais je ne peux plus m'adapter à cette réalité. Donc, je dois changer ma façon de concevoir les choses, changer ma façon d'être. Et je ne veux pas changer ma façon d'être parce que je suis fière de qui je suis. Et c'est là où l'inclusion est plus intéressante, dans le sens où on va accepter cette personne, peu importe sa catégorie socio-économique, peu importe sa catégorie identitaire, sa couleur de peau. Puis on va se dire, cette personne-là est importante, elle se doit d'être émancipée par elle-même, puis on se doit de la valoriser en tant que telle. Donc, c'est ça. Merci, Dina.
Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que ça Merci. fait le tour de la définition des termes que tu voulais donner? Ouais. Ouais, ok. Ben, écoute, merci beaucoup. C'est très intéressant. J'ai noté plein de choses. Merci. Donc, en plus, ça nous permet, c'est ça, d'être au clair sur les termes dont on vient de parler. Kevin, de ton côté, est-ce que tu as des éléments pour alimenter la réflexion sur ces termes? Oui, j'aimerais ça pousser la conversation un petit peu du côté inconfortable à propos Ah, du sujet d'inclusion. allons-y. Alors, je tiens tout d'abord à remercier Julie Léo pour l'invitation, aussi à Annick et Amanda et le reste de l'équipe Dynamo pour la création de cet espace de conversation. Alors, que nous abordons les raisons pour lesquelles nous devons te parler de diversité, d'équité, d'inclusion. Je veux maintenant prendre un moment pour reconnaître le deuil que portent actuellement les membres de ma communauté, un deuil infligé par des pertes dont il est encore difficile de faire sens, mais que nous espérons de pouvoir guérir. Ce soir, je tiens à honorer les 6 femmes asiatiques qui ont été assassinées par un suprémaciste blanc à Atlanta ce mardi, il y a 2 jours, ainsi que plusieurs de nos aînés qui ont également été soumis à de brutales violences. Euh, dans cette optique, lorsque nous nous préoccupons de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, notre préoccupation ne se limite pas simplement à la représentation, c'est de nos vies dont il est question. Comme je le disais plus tôt, il me fait plaisir de partager cet espace avec vous afin d'offrir une réflexion critique sur le discours populaire, quoique problématique, selon moi, autour de la question de l'inclusion et de la diversité au sein des milieux institutionnels et organisationnels. Je me joins à vous à partir du territoire non cédé de la nation Kanien'kehá:ka, terre du peuple Mohawk, et où j'ai le privilège d'être en relation avec autrui et avec cette terre à propos de laquelle je suis en profonde et constante réflexion quant à mes responsabilités envers elle et envers ses peuples. J'aimerais aussi donner un shout-out à une chère amie qui est présente ce soir, qui m'a aidé avec la traduction de cette présentation. Alors, merci, Sarika. En ce qui concerne du sujet de l'inclusion, j'ai beaucoup à dire, à partager, mais je vais essayer d'être bref. Je tiens à clarifier que je ne suis pas ici afin d'offrir des stratégies ou des conseils sur la manière de diversifier vos organisations ou vos projets. Je suis plutôt ici pour inciter à vous éloigner de la recherche de ce que j'appelle l'esthétique et la performance de la diversité et de l'inclusivité. Et par esthétique et performance, je parle de la romantisation de la diversité et de l'inclusion, qui situe notre marginalisation ou racialisation comme une commodité, un élément à exploiter pour les gains corporatifs, une stratégie de marketing, si vous voulez. Une manière de paraître diversifié sans s'engager dans un changement transformateur. Selon cette logique, les gens se demandent souvent quoi faire, cherchant une composante à ajouter dans un environnement de travail déjà problématique, plutôt que de réfléchir à quoi défaire et pourquoi. Souvent, les projets d'inclusion échouent à interroger les structures ou des systèmes de pouvoir ainsi que les personnes qui les soutiennent. Il n'y a aucune remise en question dans quoi il s'inclut les personnes marginalisées. Le manque de représentation est-il donc le seul problème? Ou s'agit-il d'un enjeu plus complexe qui mérite une problématisation rigoureuse et ardue de l'organisme au sein de l'organisation? Alors, la diversification, dans ce cas, se centre sur les structures et des systèmes de pouvoir comme sujet principal et de ce fait, très peu d'efforts et de ressources sont mobilisés afin de se présenter comme une organisation diversifiée et inclusive. Cela positionne les personnes marginalisées comme moi, comme Dina, comme un fardeau pour l'institution, une case à cocher, une tâche à compléter avec ce qui reste du budget initialement alloué au rafraîchissement de la décoration du bureau. Parce que la diversité a une telle valeur commerciale au sein des organisations et des secteurs privés et publics, l'expression même est devenue un terme de gestion. La diversité devient quelque chose à gérer et ce qui pose problème. Alors, problème, c'est
c'est qu'elle peut être coupée des programmes qui cherchent à remettre en question les inégalités au sein de l'organisation, ceci reproduisant encore une fois cette logique colonialiste selon laquelle les personnes marginalisées et leurs efforts sont facilement jetables et remplaçables. La diversité est désormais une convention ou une façon conventionnelle de parler d'une organisation, une manière pour elle de ne pas paraître raciste, sexiste, homophobe, transphobe ou capaciste. Une telle approche ne fait que révéler des véritables bénéficiaires de la diversité et de l'inclusion. Et pour être clair, ces bénéficiaires ne sont pas nous. Le remarquable Ronaldo Walcott, chercheur et professeur en études noires à l'Université de Toronto, affirme que prétendre que nous pouvons diversifier, atteindre l'équité, indigéniser ou décoloniser sans s'attaquer aux dispositions sociales, culturelles, politiques et économiques de la blancheur, c'est entrer dans un terrain de mensonge. Portrait à la diversité comme une tâche à compléter sans problématiser et adresser les enjeux structurels là où l'organisation ose affirmer que c'est fait ou il ne reste plus rien à faire, minimise la gravité du problème dans un effort de mettre l'histoire derrière nous et d'avancer. La diversité devient donc une stratégie de confinement. Ça pourrait être, compris comme malheureusement, mais je n'ai pas de solution pour vous. Mais je désire toutefois soulever une réflexion sur la manière de penser la diversité et l'inclusion de façon plus critique et significative, de sorte qu'elle profite aux vies qui ont été historiquement, structurellement et systématiquement marginalisées. Je vous invite à réfléchir aux véritables intentions derrière vos initiatives, particulièrement si vous êtes dans des positions de pouvoir et issus du groupe dominant. Je veux aussi que vous pensiez au travail sur la diversité comme un effort collaboratif et continu, un travail qui demande un engagement renouvelé et rigoureux. Selon moi, un travail significatif sur la diversité se doit d'être inconfortable et confrontant. Sans cela, il se réduit à la conformité, ce qui est en soi anti-inclusif. Alors, selon moi, le projet à long terme va bien au-delà de la représentation. C'en est un qui vise le démantèlement des logiques colonialistes afin de permettre l'émergence de justice transformatrice où chacun peut vivre différemment et ensemble dans le présent et le futur. Alors, ça, c'est ma réflexion pour ce soir, puis je suis très excitée pour la discussion d'après. Merci Kevin, merci beaucoup. Il y avait plein d'éléments. Chloé applaudit avec les mains. Je voyais plein de gens hocher la tête aussi, c'est très intéressant. Et merci effectivement d'aller nous déranger un peu et nous remuer dans nos zones de confort. Je pense qu'on a tous et toutes besoin de temps en temps d'être un peu confrontés à d'autres choses et à d'autres points de vue. Donc, merci beaucoup pour ton analyse. Une question un peu en lien avec ce que tu viens de dire, mais donc on parle d'inclusion, on a une thématique autour de l'inclusion pour le hackathon social. Finalement, est-ce que l'inclusion est une nécessité, d'après vous, ou pas? je vous laisse la parole à celui ou à celle qui va intervenir. Et si elle l'est, pourquoi? C'est ça que je voudrais vous demander. Je peux commencer. Moi, je pense que c'est une nécessité dans la mesure où il y a toujours une personne qui se sent marginalisée, toujours une personne qui se sent dans le sens où non représentée. Puis l'inclusion, comme je vous l'ai dit, c'est un processus. Puis c'est un processus qui permet de mieux comprendre c'est quoi les besoins des gens, c'est quoi les réalités qui existent dans une communauté, un espace local, dans une entité. Puis ça permettra par le principe d'inclusion, de réfléchir à nous-mêmes nos modes de pensée. Je donne un exemple par rapport à mon expérience. Je suis cofondatrice d'Inclusion Jeunesse, puis on s'est dit, on va parler de la jeunesse, puis on va faire en sorte que les jeunes soient plus inclus dans les processus décisionnels, que les jeunes soient plus représentatifs plus représentés dans la société. Puis on s'était posé la question à savoir, OK, on veut être inclusif, mais au final,
on oublie de quelle catégorie de jeunes on parle. Est-ce qu'on parle des jeunes personnes racisées ici avec des incapacités motrices, donc à mobilité réduite, ou on parle juste de jeunes en gros, puis on ne sait pas de quels jeunes on parle au final, puis on ne sait pas comment créer des discussions, des espaces à ce niveau-ci. Donc là, au final, on s'était dit, ben, on est trois femmes racisées. On a une qui est d'origine écossaise, si je ne me trompe pas, et donc puis blanche. On s'était dit, ben, pourquoi pas parler des jeunes ici, des minorités racisées, puis de voir si ces espaces-ci permettent une réflexion, une explication à savoir comment comprendre mieux leur réalité. Et à travers des événements qu'on a fait, ben, on a compris qu'en fait, la question de la santé mentale a été négligée auprès des minorités racisées. Donc, comment, à travers ces discussions-là, on peut créer par la suite des projets qui vont s'adresser directement aux personnes qui ont des enjeux de santé mentale et qui sont racisées, mais qui ne se sentent pas représentées quand on parle de santé mentale en général. Donc, pour moi, c'est vraiment le processus. Comme je vous l'ai dit, c'est un processus parce que parfois, même quand on se dit inclusif, on oublie qu'on est passé on oublie quelqu'un, dans le sens où on oublie quelqu'un, puis il faut savoir comment, OK, dans ce cas, il faut trouver une réponse à cette exclusion-ci. Est-ce qu'on accède on permet à des gens qui sont négligés à accéder à ces instances de pouvoir? Est-ce qu'on leur permet de communiquer avec nous? Est-ce qu'on crée des projets avec eux? Est-ce qu'on leur donne un service, un outil? On leur fournit des outils pour qu'ils se mobilisent par eux-mêmes par la suite pour créer leur propre projet. Donc, ça, c'est un élément des réponses, mais il n'y a pas de réponse. Il y a toujours des questions à se poser, comme on se le dit depuis le début. Je ne sais pas si, Kevin, tu veux ajouter quelque chose à ça? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Dina, 100%. Et même, je tiens à vous rappeler aussi que l'inclusion ne doit pas être une réaction à quelque chose. Si, en tant qu'organisme ou projet ou peu importe, vous êtes s'il y a quelqu'un qui vous interroge à propos de ce sujet, il ne faut pas juste réagir à la situation et dire on va inclure tout le monde. Parce qu'il faut se poser la question, comme j'ai dit tout à l'heure, en quoi on inclut ces gens? Dans quel système, dans quelle structure, dans quelle problématique on inclut ces gens-là? Et qu'est-ce que ça fait par la suite? Parce qu'on peut les inclure, mais si c'est déjà problématique, ça pose plus de problèmes pour ces gens-là déjà qui font partie ou qui ont été invités de joindre à votre organisation, votre organisme. Et par la suite, on fait quoi? Alors, c'est ces questions-là que Dina aussi posait. Il faut toujours être se reposer des questions et se remettre en question dans quel contexte on travaille. Et est-ce que tout le monde comprend l'inclusion de la même façon? Est-ce que le projet de l'inclusion est uniforme? Est-ce qu'on prend en considération tout comme ce que Dina disait, la parole des jeunes, admettons, est-ce qu'on les prend au sérieux, ces paroles-là? Est-ce qu'on leur donne également une siège à la table comme égal pour avoir ces discussions et non prendre leurs histoires et leurs souffrances, puis par la suite filtrer leurs expériences et nous, on projette des résultats comment dire, éditer, transformer ou modifier. Il ne faut pas en même temps embarquer dans un projet où on interprète ce qu'eux ils veulent, selon moi en tout cas, il ne faut pas interpréter ce qu'eux ils ont besoin, mais plutôt vraiment leur donner la parole pour s'exprimer et le prendre avec humilité, avec beaucoup d'attention et de gentillesse. Parce que je pense que dans ces projets-là, souvent, on oublie que c'est un effort d'amour, c'est un projet d'amour et que les gens ne pensent pas à ça quand on essaie d'accomplir des projets d'inclusion et diversité, parce que souvent, on essaie d'attaquer un problème. Et dans ce cas-là, ce qu'on fait, on est en mode de guerre. Souvent dans ces projets-là. On est en mode de guerre et de problématiser des structures, ce qui est très important, mais on oublie l'essentiel dans ces projets, ce qui est de l'amour. Pour nous, le vouloir de vivre, le vouloir de survivre, le vouloir de contribuer, le vouloir d'être, le vouloir d'être respecté, comme Dina disait au début.
Alors, c'est un projet humanitaire, Mhm. pour être bref, ouais. Ouais, puis je vais juste ajouter un truc à ce niveau, si je peux me permettre. Souvent, on voit les personnes issues des minorités racisées, les personnes racialisées comme des personnes vulnérables parce que les structures les ont ainsi définies au fil du temps comme des personnes qui ne connaissent pas la société, les structures, les systèmes, comment créer un organisme, comment créer un projet. Mais ça, c'est très, très faux. Puis c'est de là où valoriser, c'est bien, mais aussi changer nos propres structures dans le sens où même quand on fait des projets inclusifs, il faut voir, OK, mais est-ce que mon entité en général, est-ce que son CA est inclusif? Est-ce que ma structure est inclusive? Est-ce qu'il existe des résolutions, des politiques en matière d'inclusion? Puis de là, on peut se permettre par la suite de dire, OK, ben, moi, je connais des personnes racisées qui sont compétentes, qui ont plein de connaissances, qui ne sont pas des personnes issues de milieux défavorisés forcément, qui ne sont pas des personnes vulnérables forcément, c'est des gens à part entière. Donc aussi comment un peu briser ce qu'on perçoit toujours de ce qu'on on voit dans les médias comme des personnes vulnérables, pauvres, immigrants qui ne connaissent pas grand-chose, puis de renverser cette tendance-là en ayant des modèles, en discutant comme aujourd'hui avec des gens qui veulent mieux comprendre c'est quoi l'inclusion, puis de là, de créer des projets avec eux, d'avoir des espaces de discussion, de créer des discussions comme celle-ci qui nous permettent demain, par exemple, d'avoir une idée, de se dire, OK, ben moi, je veux parler avec mon ami par rapport à comment il se sent, puis de toujours prôner le caring, je ne sais pas comment le dire en français. Prendre soin? Oui, prendre soin, désolée, c'est aussi simple que ça, mais de valoriser ce principe-là comme quoi on veut toujours le bien commun. Donc, c'est ça. Tu prends les devants un peu, Dina, sur ma prochaine question, et c'est très bien, justement, mais vous parlez en gros de ne pas faire de l'inclusion de surface et vraiment d'aller en profondeur et de parler d'amour et puis d'être dans quelque chose de beaucoup plus profond que de la surface. On a dit que l'inclusion était essentielle, mais comment on peut faire la promotion de l'inclusion? Tu as commencé à nous donner des pistes. Et est-ce que dans vos expériences respectives à vous, Dina et Kevin, vous avez déjà vécu des obstacles, vous avez des bonnes pratiques à nous partager en termes d'inclusion? Euh, Très bonne question. Je pense que j'aimerais ça aussi retourner à un point qui relie à cette question aussi. Euh, le désir du projet d'inclusion, faut se remettre en question dans laquelle est-ce que c'est moi qui devrais le faire? Qui suis-je dans cette dynamique? Est-ce que c'est à moi nécessairement de prendre la relève ou de prendre l'initiation pour gérer ce projet-là? Ou est-ce il y a quelqu'un d'autre qui pourrait le faire ou avec qui moi je pourrais le soutenir? Parce que c'est vraiment le soutien qui nous manque. Souvent, dans les projets d'inclusion ou les projets d'équité, la diversité, on nomme des gens parce qu'ils sont racisés. Alors, nous, on est pris en tant qu'en anglais, on dit token. On est juste pris comme ça parce qu'on est racisé. Et voilà, on paraît divers. Mais en même temps, c'est des gros projets pour nous, en tant que gens racisés qui sont discriminés. C'est un projet de souffrance aussi. Comme je le disais avec l'amour, pour nous, ça vient, on travaille avec beaucoup de peine parce que ça nous affecte à tous les jours. C'est pas un projet fictif, c'est pas quelque chose qu'on crée pour. C'est pas c'est très personnel. Alors, dans un milieu corporatif ou organisationnel, institutionnel, on a besoin du soutien pour vraiment bien réussir, mais aussi de réaliser ces projets d'inclusion et d'inclusivité. Et pour moi, en tant qu'expérience personnelle, je dirais, en tant qu'enseignant, je dirais à mes entrevues, j'ai toujours été, on me fait toujours poser la question, euh, d'où tu viens? Est-ce que ça fait longtemps que tu habites à Montréal? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes au Canada? Je suis surpris que vous n'avez pas d'accent quand vous parlez français ou l'anglais ou peu importe. Comment ça, vous n'êtes pas. Moi, je suis prof d'anglais. Alors, pourquoi vous n'êtes pas prof de maths ou de sciences? Tous ces stéréotypes aux alentours des Asiatiques euh, deviennent des questions d'entrevue et non
selon ma capacité, de mes compétences, mes expertises, j'ai beaucoup plus à offrir que ça. Alors, si on devient un sujet de discussion pour justement remplir un quota pour l'organisation, pour l'organisme, déjà là, c'est problématique. Alors, et nous, on continue, on passe à travers dans le sens, oui, on rentre dans le milieu de travail, mais rendu dans le milieu de travail, on est toujours en bataille quasiment à chaque jour, juste pour être considéré également intelligent, également compétent, également capable de faire mon travail et de peut-être mieux que les autres. Mais on est toujours, comme Dina disait, on est toujours vu dans une perspective à travers un framework, comme on dit en anglais, comment dire, incapable ou qu'on est... attends, je perds mes mots là, déjà, je suis un petit peu... Prends le temps de la réflexion. Ouais, mais on se fait... Impuissant? Impuissant, voilà, merci. Oh là là. Impuissant, c'est ça, voilà. Alors, on n'est pas vu d'une façon égalitaire et on n'est pas pris au sérieux. Voilà, c'est mon point que je voulais rajouter. Merci, Kevin. Dina, de ton côté, comment promouvoir l'inclusion et est-ce que tu as des expériences d'obstacles ou de bonnes pratiques à nous partager sur la question de l'inclusion? Ouais, ben déjà, il faut toujours se poser la question pourquoi? Pourquoi tu veux de l'inclusion? Dans le sens où c'est pas forcément vrai que tout le monde veut être inclusif. Bon, c'est la vie, puis c'est la diversité des idées, comme je vous l'ai dit au début. Mais en tant que personne, pourquoi il faut de l'inclusion et comment? Comment, c'est le simple fait d'être conscient du fait que vous voulez être plus inclusif, c'est déjà une première étape. Et comme je vous l'ai dit, c'est un processus. Puis je m'approprie souvent mon histoire pour vous expliquer les enjeux d'inclusion dans le sens où j'ai vécu des plafonds de verre en tant que minorité racisée pour atteindre parfois des comités exécutifs, des CA, pour différentes raisons. Et ce n'est pas grave dans le sens où on vit tous des violences, peu importe qui nous sommes. Mais c'est de savoir, OK, qu'est-ce qu'il y a dans une instance qui ne va pas ou qui est négligée et qu'est-ce que moi, en tant que personne qui a, par exemple, accès, qui est membre, par exemple, d'un organisme, qui a mon membership, qui est membre d'un CA, comment moi, en tant que personne, je peux valoriser ma voix, puis comment faire en sorte que je peux être entendue et créer de là des différences. Donc, je donne un exemple, je ne donnerai pas le nom de l'organisme, mais j'ai été bénévole il y a longtemps pour un organisme, puis j'étais la seule minorité racisée au sein du conseil d'administration et je voulais dès le début parler d'inclusion financière et je disais le membership est trop élevé pour moi, est trop élevé pour une minorité racisée qui vient d'un milieu défavorisé et qui veut avoir accès à cet espace qui est une activité émancipatrice et qui m'a beaucoup formée dans la vie de tous les jours. Et je me disais, mais comment ça... Moi, j'ai en ce moment le privilège d'être présente, d'avoir accédé à certaines instances, un certain pouvoir au sein de cette institution au fil des années. Mais pourquoi il n'y a pas des gens qui me ressemblent encore là? Et c'est quoi les barrières? Donc, je suis allée demander à mon CA, puisque je suis membre, donc j'ai accès, j'ai quand même je suis quand même légitime pour avoir des demandes, je suis légitime pour parler, je suis légitime pour proposer des idées. Et je me suis dit, créer un comité avec les membres pour discuter des enjeux d'inclusion et de savoir est-ce que je suis la seule dans ma tête qui se dit que c'est pas inclusif ou c'est quelque chose qui est vécu par plusieurs. Et de là, si c'est vécu par plusieurs, c'est d'établir des idées, des projets, des initiatives, que ce soit du mentorat aux personnes issues des minorités racisées. Ça, j'aime beaucoup ça, j'en ai eu, puis je trouve que ça a été très émancipateur. Je me demande, est-ce qu'il y a une charte? Moi, j'aime beaucoup les chartes, les politiques et les chartes d'inclusion, dans le sens où ça peut permettre
certaines chartes, je les aime pas, puis certaines chartes, je les aime. Je vois Gabriel rire, mais je me dis, OK, ben, qu'est-ce qui pourrait être fait à travers l'inclusion? Est-ce qu'on parle d'inclusion financière? OK, c'est quoi les mesures qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut offrir des bourses? Est-ce qu'on peut trouver du financement de bailleurs de fonds? Est-ce qu'on peut trouver des bourses qui vont être payées par des élus ou des politiciens? Est-ce qu'on peut faire des campagnes socio-financières qui permettront aux personnes ici des milieux défavorisés d'avoir accès à ces instances-ci? Et de là, c'est de créer des résolutions, des politiques, des alinéas. Je donne un exemple, ben, faire en sorte qu'une membre du conseil d'administration soit issue de la diversité ethnoculturelle ou que ça soit une personne autochtone. Donc, je me dis, ça, c'est une première solution, mais des solutions, il y en a 10 000. Puis en fait, tout dépend de votre contexte. Je donne un exemple. Quand vous habitez dans un quartier avec une forte population immigrante, que vous travaillez pour ces populations-ci, vous voulez créer un projet. Est-ce que vous les concertez ou vous voulez juste créer un projet pour répondre à vos bailleurs de fonds puis vous dire à la fin de l'année financière, ben, j'ai réussi à faire un projet sur l'inclusion pour les personnes immigrantes? L'objectif, je pense que ce n'est pas en fait, pour moi, ce n'est pas la bonne solution. La vraie solution, c'est de créer des projets avec ces personnes-ci et se demander, en fait, est-ce que ce projet que je vous présente répond à votre besoin, répond à votre réalité? Est-ce que vous en avez réellement besoin? Si la question est oui, ben vous êtes en train de marcher vers la bonne direction du processus d'inclusion. Si la réponse est mauvaise, ben vous devez vous questionner à savoir est-ce que vous avez réellement pris en considération les demandes des personnes pour qui vous allez travailler, pour qui vous allez offrir ce service. Donc là, j'ai donné plusieurs informations comme ça, mais c'est des réflexions qui peuvent tous les jours, en tant que personne, être appliquées à différentes sauces, donc à différentes situations. Donc, c'est ça. Est-ce que tu parlerais un peu, Dina, du pari pour, tu sais, qu'on utilise aussi dans les projets jeunesse Ouais, ouais, exactement. Ok, ça fait référence à ça. Merci beaucoup. Ouais. Je vous poserai peut-être une dernière question. On a à peu près 5 minutes pour répondre, donc il faudrait aller, évidemment, pas le plus vite possible, mais si ça pouvait être une réponse concise, ce serait comme merveilleux. Ceci dit, c'est une question assez importante, donc vous répondez comme vous le pouvez. Mais la question, c'était, est-ce que l'inclusion des minorités racisées passe aussi par la lutte contre le racisme? Donc, grosse question, en fait. Et si oui, comment? Donc, si en 5 minutes, vous pouviez répondre, merveilleux. Et puis sinon, Annick, on débordera d'un tout petit peu. La courte réponse, c'est non. C'est pas ça du tout. Ok. Est-ce que tu peux développer un tout petit peu? Vas-y. Oui, parce que déjà là, mettons, comme je disais, si le projet d'inclusion pour diversifier, c'est un projet en tant que réaction d'une problématique, parce que quelqu'un vous a challengé, vous a dit, ah, vous n'êtes pas assez inclusif, vous n'êtes pas assez diverse, et vous faites ça en tant que réaction, et vous choisissez des gens racisés pour rentrer. Déjà là, c'est une problématique raciste, je dirais, parce que c'est pas ça qu'on veut nécessairement. Alors vraiment, comme Dina le dit à plusieurs fois, c'est posez-vous la question pourquoi vous faites ça et comment défaire certaines problématiques qui existent déjà dans votre organisme avant de commencer les projets d'inclusion. C'est pas en invitant, tout comme un souper à la table, si vous invitez quelqu'un chez vous sans nécessairement préparer le souper et que vous supposez que ces gens-là vont faire le travail pour vous, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas nécessairement une invitation. Une invitation, c'est avec intention, avec précision, avec beaucoup de care, comme dit Dina, et beaucoup d'amour. Mais si vous invitez des gens dans un milieu déjà sale, pas propre, qui n'est pas nécessairement invitant ni accueillant, je ne pense pas que ça répond aux besoins ou l'initiation de la lutte contre le racisme. Alors, ça, c'est mon opinion. Merci. Dina, est-ce qu'en 1 minute ou 2, tu saurais répondre à cette question complexe? Oui, moi je parle beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas de vraie bonne réponse, mais je pense que l'action d'inclure, c'est de reconnaître aussi les obstacles systémiques qui existent et qui font en sorte que, par exemple, les minorités racisées n'ont pas accès vivent plus d'inégalités que, par exemple, une autre catégorie de personnes. Et c'est de là où prendre conscience que
il y a des obstacles systémiques, ben, ça prend conscience qu'il y a on reconnaît qu'il y a des enjeux de racisme, des enjeux de discrimination indirects ou directs. Donc, tout dépend du contexte et de quoi on parle. Mais moi, je pense, contrairement, ou peut-être que un petit peu contrairement à Kevin, ben, je pense que l'inclusion permet de lutter contre le racisme et les discriminations à différentes façons parce qu'il n'y a pas de solution pour lutter contre le racisme. Il y a différents éléments qui permettent d'arriver à une société plus juste et égalitaire. Donc, c'est ça. Parfait. Merci infiniment pour cette partie-là. On vous retrouve tantôt pour d'autres discussions. Mais donc, vraiment, merci beaucoup, beaucoup, Dina et Kevin, de vous être prêtés au jeu des questions et réponses. Je laisse la parole à Annick pour la suite de la soirée.